Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. La conférence peut commencer. Alors, le principe, c'est toujours le même. On est 45 minutes ensemble et on poursuit la discussion à 17h au Café des Agris pendant une petite demi-heure avec nos intervenants et certains exposants liés à la thématique. Moi, je suis Marie-Laure Eustache et j'ai le plaisir d'animer une partie de ces conférences du CIAPRO pendant ces 3 jours et d'être avec vous pour ces échanges de cet après-midi. Pour cette conférence donc, qui s'appelle « Je veux améliorer mes conditions de travail et celles de mes salariés », bien sûr, bien évidemment. Quels équipements pour plus de confort et éviter les TMS? Alors, on va peut-être faire un cours de yoga tous ensemble, de posture avec Amandine, je n'en sais rien, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, on va beaucoup parler du corps et de l'importance de la corporéité et de l'entretien de ce premier instrument de travail pour les agriculteurs pendant cet échange. Alors, à mes côtés, il y a Sébastien Neveu, qui est agriculteur dans Lyon. Bienvenue parmi nous, Sébastien. Merci, bonjour à tous. Il y a Amandine Toulza, pépiniériste et fondatrice de Terre Attitude, la boîte à outils des consommateurs, et qui nous vient de quelle région ensoleillée, Amandine? Donc, bonjour, je viens de l'Occitanie, du Gard. Du Gard, on l'entend. Merci Amandine d'être parmi nous. Benjamin Roland à la gauche de Sébastien, vous êtes membre du réseau AgriCoaching, c'est bien ça? Oui, Benjamin Roland, de la Bretagne ensoleillée. Ah, et de la Bretagne ensoleillée, pour une fois, qui n'a pas beaucoup vu le soleil ces temps-ci, mais elle est quand même ensoleillée, c'est vrai. Et enfin, Arnaud Desarméniens, conseiller national en prévention à la MSA et ergonome aussi de formation. Bienvenue Arnaud parmi nous. Bonjour, moi je suis un peu plus local. C'est-à-dire? On est à Bobigny, donc c'est un peu plus... Ah oui, ça fait moins rêver. Oui, mais je vis au Mans, ça fait un peu plus rêver. Quoi. Bien, très bien. Alors effectivement, on va beaucoup parler du corps cet après-midi, qui est souvent oublié par nos agriculteurs, malheureusement, même si depuis quelques années, on va peut-être aussi en parler ensemble, parce qu'il y a des organismes qui en ont pris conscience et qui sensibilisent sur la question, n'est-ce pas Arnaud? Mais il y a une prise de conscience sur l'importance de la prévention et de la bonne utilisation de cet outil de travail. C'est vrai qu'à la différence d'un informaticien ou d'un chauffeur de taxi qui mobilise aussi son corps, mais un agriculteur, c'est quand même quelqu'un qui est confronté presque H24, déjà qui gère du vivant, mais qui est confronté à la fatigue, à l'urgence, à la répétition, aux machines agricoles. Hein. Sébastien, tu en sais quelque chose. Et il faut effectivement avoir dans son background pour être un bon chef d'entreprise agricole, conscience qu'il faut aussi se ménager face à tous ces outils à disposition. Et des outils, il y en a aussi pour alléger un petit peu ces conditions de travail souvent difficiles. On va en parler, peut-être des exosquelettes ou autres solutions qui sont parfois utiles et puis qui ont aussi leurs limites. On en parlera tous ensemble. Je commence par Sébastien Neveu. Sébastien, merci beaucoup d'être parmi nous parce que je sais que tu as l'habitude de parler souvent d'autres sujets. Tu es un agriculteur caméléon qui fait plein d'expérimentations sur ta ferme en termes de culture. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait envie de t'avoir avec une autre casquette, une casquette de chef d'entreprise agricole responsable de lui-même, responsable de ses salariés et qui est confronté aussi à la dureté un petit peu de ce métier, à son côté très exigeant. Et puis tu nous parleras aussi de ce qui t'est arrivé, parce que tu as, même si je pense que tu étais conscient avant de tout ça, de l'importance du corps, etc., mais tu as été en 2024 victime d'un accident du travail qui n'est pas arrivé par hasard, j'ai l'impression, et en tout cas qui t'a encore plus conforté dans le fait de faire attention à toi et attention à tes salariés. Tu m'as beaucoup parlé de tes salariés pour préparer cette conférence. Est-ce que tu peux te représenter, Sébastien, et puis nous dire ce qui t'est arrivé? Donc, je suis agriculteur dans Lyon, sur une structure de type ERL en grande culture. J'ai un associé et donc, je suis revenu en 2019 sur la structure. Auparavant, j'étais salarié dans l'Ouest, en Bretagne, et pendant 5 ans, j'étais associé, mais je ne travaillais pas sur la structure. Voilà. Depuis 2019, depuis mon retour sur l'exploitation, on a cherché à aller vers l'ACS, l'agriculture de conservation des sols, en passant au semi-direct. On a fait ça en créant une CUMA avec des copains, ce qui nous aide beaucoup sur le sujet qu'on va évoquer maintenant. Et puis j'ai commencé à travailler sur la diversification des cultures et communiquer sur ce sujet-là. Et donc, du coup, ça permet d'approfondir le réseau, de faire beaucoup de rencontres et c'est très intéressant. Oui, parce que l'isolement, t'aimes pas ça, hein, t'aimes pas
être seul sur ta ferme, et le collectif, ça compte pour toi. Ça fait partie de garder un bon moral aussi, ça. Le collectif est hyper important. C'est un des points essentiels que j'ai noté dès le départ. C'est que les conditions de travail, c'est aussi les conditions de travail psychologiques. Et le fait d'être en groupe d'agriculteurs fait qu'on peut se remonter le moral. On peut se donner du recul, pas tomber dans la sinistrose. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas avoir des copains qui sont tous au bord du suicide, sinon on peut faire un collectif. Mais quand des gens qui ont envie d'échanger, ils sont plutôt Et de positifs. s'entraider aussi. Hein. Donc il y a l'aspect échange psychologique, et puis après il y a l'aspect échange organisation du travail. Et donc du coup pour moi c'est un des premiers points, c'est hyper important, c'est d'être en groupe, en collectif d'agriculteurs pour se soutenir et passer les caps difficiles. Alors justement, tu as pu un petit peu éprouver cette solidarité agricole quand ton accident est arrivé, Sébastien. C'était une époque où tu faisais beaucoup de choses. Hein. Tu étais même presque animateur de conférences ce jour-là. Alors, donc j'ai eu l'accident, c'était en préparant l'animation d'une conférence. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est peut-être parce que c'est ancré dans mon mode de fonctionnement. L'animation de la conférence, on devait la faire à 2. Donc encore le groupe, le collectif. Et c'était une bonne idée finalement. Hein. Finalement, c'était une bonne idée parce qu'en fait, c'était notre assurance. C'est que j'étais pas là le jour J, mais tout ce que j'avais pu préparer comme échange, comme document, mon collègue a pu en profiter et il a fait l'animation de la journée super bien. Voilà. Et qu'est-ce qui t'est arrivé alors ce jour-là? Tu étais dans l'euphorie et tu as rencontré une machine agricole sur ton chemin. Alors voilà, c'est ça. Alors j'aime bien réfléchir, mais j'aime bien aussi travailler avec mes doigts, avec mon corps. C'est hyper important. Et en fait, avec des collègues, on aime bien construire, adapter des machines à ce qu'on veut faire spécifiquement. Donc du coup, on avait construit une machine il y a 2 ans et on voulait l'améliorer encore. Et donc du coup, je travaillais cette journée-là sur l'amélioration de la machine. J'avais fait des opérations qui étaient assez périlleuses avec une machine très lourde que je déplaçais sur un support. J'avais fait énormément attention. Et j'y étais arrivé. Et après, j'avais un rendez-vous avec une députée européenne pour préparer la conférence à laquelle que je devais animer. Et donc, du coup, c'était Anne Sander, pour ne pas la citer. Et on a eu 1 heure d'échange super. J'étais Euphorique. Hein. Ah ouais, j'étais euphorique, content comme tout, parce que c'était quelqu'un qui était accessible. Les questions, les réponses, c'est le travail que tu fais, je ne vais pas te l'expliquer, mais ça se passait super bien. Ma prise de notes, les informations, l'état d'esprit dans lequel elle était top. Et puis quand on prépare une animation, souvent, d'une certaine manière, on a envie que les gens ils s'expriment beaucoup. On devient en quelque sorte amoureux de la personne, dans le sens où on a envie qu'il soit découvert par tout le monde. Donc ça se passait super bien. Et puis l'entretien était fini, rendez-vous dans 3 jours. Hop, je retourne travailler sur ma machine, très content. Puis je me suis dit, j'ai un peu de temps, je vais pas boire une bière tout de suite, je vais encore la déplacer un peu. Puis je l'ai déplacée et elle a basculé. Et j'ai cru que j'étais Superman et que je pouvais la retenir, et elle est tombée sur moi. Voilà. J'ai cru que j'étais Superman et que je pouvais la retourner, elle est tombée sur moi. On se croit des fois un petit peu Superman, excès de zèle un petit peu, et puis Euphorique. C'est-à-dire qu'on perd la raison, enfin on n'est pas vigilant. Voilà, mais c'est intéressant parce que tel que tu le racontes, on perçoit à travers ton témoignage aussi ce quotidien des agriculteurs où il faut prendre beaucoup de décisions à la fois, où on s'en rajoute un peu et où justement des fois dans l'enthousiasme qu'on a, on peut en faire trop, et puis le réel se rappelle à nous. Tu as quand même été lourdement blessé, hein, Sébastien. C'était il y a 1 an et voilà, ça fait beaucoup de rééducation. Et donc du coup on va recommencer, et on va recommencer la même chose, c'est-à-dire qu'en fait je vais reconstituer quasiment à l'identique mon équipe de personnes qui va venir m'aider. Donc, c'est des salariés. Et puis, j'ai mes collègues qui vont venir en entraide. Oui. Et j'en ai un je lui explique le matin en ressortant de rendez-vous, écoute, voilà, je vais repasser sur le billard. Il me dit, et le soir, il me rappelle, il me dit, écoute, j'ai déjà réfléchi. Je pense qu'on va s'organiser comme ça, je vais te faire le boulot, tu vas me filer un tracteur, on va trouver une machine, et voilà. C'est beau ça c'est la vraie solidarité. Donc là, ça c'est l'intelligence collective. L'intelligence collective, effectivement, et ça peut être utile parce que vous faites un métier avec beaucoup de risques et des journées qui ne se ressemblent pas et des dangers. Merci de nous confier tout ça, Sébastien. Et c'est vrai que tu m'as dit aussi que l'attention, donc du coup, ça a attiré ton attention sur l'attention quand on fait ce métier. Et tu m'as parlé de tes salariés. Tu es très vigilant à leurs conditions de travail,
Même ton apprenti aussi est exigeant avec son bien-être aussi, tout ça. Et tu es sensible à ça maintenant. Et voilà, qu'est-ce que tu fais sur ton exploitation? Alors, du coup, pour la première fois, j'ai un apprenti sur l'entreprise et habituellement, j'ai des gens que j'embauche l'été. Euh, une des choses, parce qu'on est sur des phases d'activité qui sont très, très intenses pendant la moisson, où on a des amplitudes d'horaires qui sont assez conséquentes. Euh, on est dans une zone, donc je suis en zone intermédiaire, dans Lyon, très peu peuplée, des prises agricoles, des prises économiques en règle générale. Donc les gens qu'on trouve pour venir travailler sur les exploitations, des fois ils font 20, 30, 40 km. Et donc à minuit, les voir faire 20 ou 30 km pour rentrer chez eux, c'est quelque chose qui m'inquiète. D'accord. Donc du coup, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir la capacité de logement. Oui, ça c'est important. Donc je sais que Ce confort psychologique et voilà, le travail est fini, ils peuvent se détendre, ils n'ont pas une demi-heure de route à faire, ils sont sur place, ils peuvent se reposer. Après, c'est tous les EPI. alors c'est quoi ça? EPI, équipement de protection individuelle. Voilà. On le dit tellement qu'on ne sait plus l'origine. C'est bien de le redire, surtout pour moi qui ne suis pas du tout chef d'entreprise agricole ou employeuse. Quand on est en forme, c'est aussi de leur interdire certaines tâches. Ah, alors, par exemple, Par exemple, monter sur des outils de levage. faire comme toi, se prendre pour Superman. Voilà, c'est ça. Ça, tu le délègueras jamais. Donc voilà, ça c'est Ça fait partie des ça fait partie des initiatives choses qu'il à faut prendre. faire. Voilà. Chaussures de sécurité obligatoires, Ouais, les voilà, anti-sèches aussi. Hein. c'est ça, Les repas de midi. Les repas de midi, c'est essayer de faire en sorte qu'ils soient, qu'ils puissent se protéger, qu'ils passent des bons moments, créer une bonne ambiance. Et ça, c'est un point aussi que j'ai évoqué, c'est de savoir créer une bonne ambiance et de savoir les protéger de mauvaises ambiances. C'est-à-dire si C'est quoi une mauvaise ambiance ou les mauvaises habitudes? c'est quelqu'un qui est un petit peu perturbateur, consciemment ou inconsciemment, c'est de savoir Ça part protéger à les Amandine. autres de cette personne-là. Parce que ça peut être très dangereux, et je l'ai déjà vécu dans des expériences antérieures, où en encadrant une équipe, il faut savoir porter l'attention sur chacun des Il y a des collaborateurs. électrons libres un peu. Il y a des... Non, pas forcément des personnalités électrons fortes. libres, mais Oui. des gens qui sont pas dans la ligne qu'on veut définir, et donc du coup, Il faut les recadrer. Amandine, passer un peu de temps. vous confirmez, vous nous raconterez si vous êtes confronté aussi à ça, d'accord? voilà. D'accord. C'est les principaux points, c'est-à-dire protéger les salariés, mais protéger aussi les salariés les uns des autres. D'accord. Voilà. D'accord. Puis, si on veut que ça se passe bien aussi, il faut savoir respecter alors je cherche le mot, mais le fait qu'ils soient uniques. Leur personnalité, leur personnalité, unicité. leurs contraintes personnelles, Voilà. ouais, c'est-à-dire, ça veut dire Tu ne demandes concrètement. pas les mêmes choses aux uns et aux autres, tu le demandes pas de la même manière, tu ne leur laisses pas le temps de la même manière, parce qu'ils n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement. Mhm. D'accord. Donc du coup, c'est pas un troupeau de cochons dans un lot. Enfin, je prends un terme oui. agricole, mais Oui, oui. c'est fait exprès. C'est-à-dire, Oui. il y a des individualités, il Bien faut la sûr, respecter. bien sûr, Voilà, mais si et il faut travailler avec. Tu parles en vrai manager, parce que ce matin, on a eu une conférence aussi sur la fidélisation des salariés, où il fallait, on a dit qu'il fallait avant tout être aussi un bon manager, un chef d'entreprise responsable. Il y a des mauvaises habitudes aussi, des choses. Peut-être les nouvelles générations ne sont pas très conscientes que parfois elles se mettent en danger, physiquement même, sur l'exploitation, Sébastien. Alors moi là-dessus, j'ai deux points qui m'inquiètent beaucoup, et plus le temps passe, plus ils m'inquiètent. Confirme que tu as raison de t'inquiéter. C'est ça. Les téléphones. C'est le téléphone. Ah. Alors, dans le téléphone, il y a deux choses. Il y a l'attention qu'on met au téléphone, et il y a aussi les réseaux sociaux. Et nos chauffeurs, souvent, ils sont chauffeurs parce qu'ils aiment le matériel agricole. Ils aiment certaines marques de tracteurs. Ils aiment la puissance. Ils aiment la vitesse. Ils aiment le gabarit du tracteur. Ils aiment l'environnement dans lequel ils travaillent. Et donc, du coup, ils aiment tellement ça qu'ils ont envie que tout le monde le sache, et ils font des vidéos. Donc, c'est celui qui a le plus gros tracteur, c'est celui qui va le plus vite. Et au bout d'un moment, ça peut devenir dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont prêts à se filmer en faisant n'importe quoi. Et donc, du coup, jusqu'au moment où qui casse le matériel, ils l'usent, ils Du travaillent. matériel qui coûte cher quand même. Voilà, c'est ça, ouais. 200 000 € un tracteur. Alors voilà, souvent, j'aime bien le dire, c'est qu'un tracteur, alors je prends des chiffres, on peut me dire c'est pas vrai, c'est plus petit, c'est plus, c'est pas grave. Un tracteur aujourd'hui, c'est 200 000 €. Un outil qui est derrière, c'est de 30 à 100 000 € aussi, quoi.
C'est pas Donc, rien, c'est pas une petite imprimante. Voilà, donc on a une personne qui a entre les mains 300 000 euros et souvent elle n'en a pas conscience. Et puis Ça, elle peut aussi se mettre en danger, même voilà, il y a des accidents qui peuvent Alors voilà, survenir, hein, donc du coup, au-delà du matériel. donc il y a le risque. Moi, je sais que j'ai mon apprenti qui regarde des séries pendant qu'il travaille. Donc merci Netflix. Ma question, c'est est-ce que les constructeurs peuvent pas nous brouiller les tracteurs? Ah, tu as une proposition déjà. Alors, brouillage internet des tracteurs. Ouais, c'est brouillage internet Pour- des tracteurs. pour Et que la puis après, tension soit la maximale. deuxième chose que je Oui. demande, c'est que les tracteurs soient bridés. C'est-à-dire qu'en Ah. fait, on a des tracteurs qui roulent à 50 km/h, 55 km/h. J'en ai un qui est comme ça, les autres sont à 45. Et c'est énormément, c'est trop vite, c'est trop C'est rapide. déjà trop vite. Moi, je me rends pas compte. Je trouve que c'est pas beaucoup, mais Si, que parce je connais que rien. un tracteur, c'est pas un tracteur routier, c'est pas un Ok. semi-remorque, c'est pas fait pour rouler vite. Ouais. Un tracteur, ça fait, enfin ceux que j'ai font 12 tonnes, une machine derrière qui est remplie, ça fait pas loin de 30 tonnes. Donc on a quelqu'un qui se promène avec 45 tonnes et qui peut rouler à 50 km/h s'il a envie de faire le fou. Ouais. Et ça, Ouais. sur un rond-point, bah, ça passe pas. Hmm. Donc au pire, il casse le matériel. Enfin, au mieux, pardon, il casse le matériel. Au pire, il se tue. Et au pire du pire, il tue tous ceux qui sont Mm. autour de lui. En plus, oui. Donc ça, c'est des choses, pour Mm. moi, il y a des gros enjeux. Et quand il y a eu des propositions qui ont été faites de rendre le permis obligatoire pour les conducteurs de tracteurs, ça a généré un tollé. Je pense qu'on y viendra tôt ou tard. Bah écoute, voilà. le en tout souhaite. cas. Bah oui, souhaitons-nous-le. Comme le fait de repasser le permis quand on a plus de 80 ans, c'est un autre sujet, mais pourquoi pas. Mais merci beaucoup Sébastien pour ton témoignage et sens-toi libre de préciser des points ou d'intervenir à nouveau en sachant qu'en plus on poursuit pendant une petite demi-heure tout à l'heure à 17h la discussion. Merci pour son témoignage Sébastien. Et je me tourne vers Amandine Toulza. Amandine, vous êtes issue du monde agricole, hein. Vous avez commencé il y a 14 ans, vous êtes pépiniériste et vos parents étaient polyculteurs éleveurs. Ils vous ont dit d'ailleurs, attention, c'est un métier compliqué, difficile, et plus on vieillit, plus c'est difficile. Donc prends soin de toi, protège-toi. Je crois que vous avez entendu le message, Amandine. Oui. Il y a une prise de conscience comme Sébastien aussi à un moment donné de votre vie professionnelle pour initier justement, puisque vous êtes ici pour nous dire que vous avez initié des choses pour vous et vos salariés en matière de conditions de travail. Racontez-nous votre parcours. Oui, donc mes parents étaient agriculteurs il y a très longtemps. Donc ils étaient dans la polyculture et l'élevage, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Quercy. Ils avaient à l'époque, c'était des veaux en batterie, c'était un petit élevage, et puis ils ont arrêté parce qu'ils n'arrivaient pas à en vivre dignement. Et surtout, ma mère, elle a toujours gardé, elle témoignait toujours, elle me disait, Amandine, ne travaille surtout pas dans l'agriculture parce que c'est très dur. Elle portait à l'époque des sacs très lourds de lait en poudre pour fabriquer le lait, le lait des veaux. Voilà, exactement, le lait des veaux. Ma mère, pourtant, elle avait l'habitude de travailler très dur. Elle a grandi, elle a vécu dans des conditions très modestes à l'île de la Réunion. Mais lorsqu'elle est arrivée dans le Quercy et à la ferme, ça a été aussi un choc déjà climatique avec le climat et un choc au niveau du travail. Et elle ne prenait pas le micro contre le menton. Ah, pardon. Merci. Pardon. Et elle ne prenait pas soin d'elle du tout. Il y a quelque temps même, ce qui m'a choquée, ma mère, elle a vu une photo d'elle quand elle avait à peu près 20 ans. Et elle m'a dit, elle a vu, et elle m'a dit, mon Dieu, je me suis totalement oubliée. Je me suis oubliée. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé pour ma maman. Et mon père, après, a eu des problèmes de dos et ensuite un autre problème de santé, mais non lié à l'agriculture. Donc, ma mère, elle a dû travailler double. Elle avait 2 boulots parce que mon papa avait une petite pension et ce n'était pas suffisant pour le ménage. Donc, j'ai toujours vu, j'ai été sensibilisée quand même assez tôt aux conditions, au corps qui souffre, au corps qui est malade. Voilà. Donc, moi, je n'étais pas dédiée à travailler dans l'agriculture parce que je voulais travailler dans le tourisme. Et finalement, ça a un lien maintenant avec ce que je fais. Et ensuite, en 2018-2019, j'étais au bord du burn-out. Je n'en pouvais plus physiquement dans la pépinière où
Voilà. Combien de salariés? Parce qu'il y a des hautes saisons, hein. Vous êtes 7 à l'année, 40 en haute saison, il y a 40 salariés. Oui, alors au début, on a commencé tout petit avec mon époux Jean-Sébastien Fronier à la pépinière. Voilà. Au début, en fait, c'était nous dans le Gard un petit dépôt. C'était très saisonnier. Donc, on alternait la saison dans le Gard. On allait après dans le Tarn-et-Garonne, là où à l'époque il y avait le siège social. Et une fois, on partait au Maroc. C'est très fatigant tout ça. Très fatigant. Donc, j'étais au four et au moulin, c'est le cas de le dire. J'étais au bureau, j'étais au semis, j'étais avec les clients, etc. On apprenait tous les deux le métier. Et petit à petit, dans le Gard, l'activité, elle s'est développée à l'année parce qu'on a travaillé très dur. Les clients nous ont fait confiance également. Ils ont évolué avec nous. On n'a pas cherché forcément, on n'avait pas de business plan. On y est allé tout chousse. Bam, le boulot. Disponible et le boulot. Voilà. Ouais. J'ai été éduquée comme ça. Et voilà. Il y a votre conjoint qui sourit, il est là, il vous entend. Et donc, donc en 2018-2019, eh bien, j'en pouvais plus. Oui, c'est un peu votre accident du travail à vous, le burn-out. Hein. C'est qui vous a fait prendre conscience de tout ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, justement, parce que vous êtes une résiliente, Amandine. Qu'est-ce que vous avez initié pour vous et pour les salariés? Du coup, je me suis dit, Amandine, il va falloir prendre soin de ton mental et de ton physique. Donc, petit à petit, je me suis fait entourer. Je suis allée voir des spécialistes. Et des spécialistes qui m'ont plu, d'autres pas plu. J'ai pratiqué aussi des médecines douces. J'ai appris à gérer mon stress. J'ai appris à déléguer. Ne pas avoir honte de déléguer. Voilà. J'ai dû aussi bien m'entourer de par mes équipes parce qu'en effet, lorsqu'il y a des personnes qui nous entourent et qui ne vont pas dans le même sens que nous, qui nous mettent des bâtons dans les roues ou qui essaient, pardonnez-moi, mais si dans une team, comme on dit, c'est pas très beau, mais il y a une petite pomme pourrie, non, c'est pas cool. Donc, il faut essayer de bien s'entourer, voilà, d'aller tous dans le même sens, pour avancer sereinement. Et donc, c'est ce qu'on a fait, mais ça prend du temps. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr. On se plante, on apprend, on pousse, on se plante, etc. Et voilà, et donc j'ai été aussi coachée. Là, en ce moment, je suis coachée par Monsieur Ludovic Savariello, qui coach, par exemple, Camille Lacour. En fait... Ah oui, Camille Lacour, c'est la natation. Oui, voilà. Donc, en fait, lui, il fait des workshops et des formations entre Paris et Marseille. Donc, moi, j'habite à Nîmes, Marseille, c'est à côté. Enfin, voilà. Et il y a une rencontre avec Monsieur Bouli de la MSA aussi. On peut le citer parce que s'il nous écoute, Monsieur Bouli, on pense à vous. Et puis aussi, oui, parce que, voilà, avec tout ça, donc avant de me faire coacher, en interne, j'ai essayé aussi de faire bouger les lignes. J'ai contacté la MSA. Alors, je ne sais plus. Il y a un représentant de la MSA. Alors, il faut en dire que du bien, évidemment. Attention. C'était le monsieur, donc Monsieur Bouli et Eric, je crois que maintenant qu'il doit être à la retraite. En fait, à l'époque, je refaisais le DUER, etc. Parce que dans une entreprise agricole, une pépinière, eh bien, tout est... il y a du juridique. Donc, il y a des lois, du juridique, etc. Et donc, je refaisais le DUER et il est venu. Et puis après, eh bien, on a parlé du bien-être au travail. Et c'est là, je pense qu'on a dû voir pour organiser ces journées TMS. Donc, il venait à la pépinière et il faisait pendant toute une matinée. Journée de prévention. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, il regarde les équipements, il regarde tout. Il vous conseille des outils, Oui, il y avait une partie très théorique, voilà, prévention, et après il y avait une petite partie pratique. Mais ensuite, moi, je voulais aller un peu plus loin dans ma démarche. Donc, c'est pour ça que j'ai fait venir une coach en prévention santé. Voilà, vu que pour moi, j'étais sensibilisée à ça pour moi-même. Et donc, j'ai voulu le mettre en place pour mes équipes, faire partager cela. Donc, c'est une coach, Sophie Surjus. Mais elle vous fait faire de la gym, du yoga Qu'est-ce qu'elle vous fait faire, cette coach? Alors, on parle... Travail corporel. Elle fait donc un peu tout. On a fait plusieurs systèmes. On a fait des sortes comme un réveil musculaire. Et donc, le but, c'était de sensibiliser les équipes à leur corps, de travailler sur la respiration, etc., sur la posture.
Et également, il y a eu des interventions qui étaient liées plutôt à l'alimentation, aux habitudes que l'on a chez soi, etc. En fait, parce que vu qu'on travaille avec notre corps, on doit aussi bien l'alimenter. Voilà, etc. Donc, voilà, en fait, c'est un ensemble. Notre C'est global. Oui, c'est notre véhicule. On doit en prendre soin. Et ça passe bien par beaucoup de choses, par le sommeil, par l'alimentation. Ah oui, c'est les piliers. Par L'hydratation aussi, c'est important. Voilà, le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, l'activité physique. Il y en a un autre, mais je ne sais plus lequel c'est. Bref, mais voilà. Et justement, oui, l'activité physique, c'est très important. D'ailleurs, la coach qui intervenait faisait un point d'honneur à le citer, parce que même si on a l'habitude dans notre métier en pépinière, de porter du poids, de porter des plaques avec de la terre, de faire des squats, mais attention, ce n'est pas... il faut également, c'est important, à côté, d'avoir une activité physique, sportive, pour travailler sur les muscles profonds, etc. Parce que lorsqu'on est au travail, on est quand même tendu. Il y a quand même un rythme à avoir, il y a quand même... voilà. Donc, c'est quand même... on est un peu stressé aussi, voilà. Donc, c'est important à côté d'avoir du sport, un moment de détente pour... voilà. Tu en faisais du sport, Sébastien, avant ton accident? Et tu vas en refaire après, bien sûr. Ou pas? Non, parce que on considère toujours qu'on marche beaucoup, qu'on porte, donc on a l'impression de faire du sport, mais en fait, Mais c'est une impression. c'est que des mauvaises choses qu'on fait. C'est ce que tu dis. Eh oui. C'est ce que tu dis. On est tordu, on est sur des gestes brusques. Et c'est pas bien, c'est pas bon. Et puis on n'a pas d'expansion, enfin on travaille pas sur de la gym. Eh ben, on va remédier à tout ça dans les années à venir. Amandine, je vous interromps pour poursuivre la table ronde, mais surtout, vous pouvez reprendre le micro pour compléter. Mais je me tourne vers Benjamin Rolland, qui vous écoutez tous les deux très attentivement, Benjamin. Vous êtes coach agricole, membre du réseau AgriCoaching, et vous m'avez parlé effectivement de l'importance des prises de conscience. Souvent, il n'y en a pas. Et souvent, l'agriculteur est dans une course folle où il s'oublie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce constat? Est-ce que c'est en train d'évoluer d'ailleurs? Et je sais que vous délivrez des conseils pour que ça aille mieux, justement, que le corps soit mieux pris en compte, Benjamin. Alors en fait, j'ai envie de partir de ce qui m'a amené au métier de coach. J'étais conseiller d'entreprise. Et il y a quelque chose qui me frappait toujours, c'est la difficulté de se prendre en compte, de s'écouter. Et en fait, c'est quand même particulièrement problématique parce que, évidemment, quand on est dans son propre angle mort, on oublie qu'on a un corps qu'il faut nourrir, qui a besoin de repos, qui a besoin de plaisir, qui a besoin d'ouverture, de lien. Et lorsque le stress s'installe, lorsque le système est très demandeur en attention, en performance, eh bien, on a tendance à s'oublier. Du coup, le stress arrive. Avec le stress, c'est la difficulté de se ressourcer, de prendre du recul, prendre des décisions justes. Et c'est ce qui fait à un moment donné que il y a un accident, il y a un épuisement, et on arrive au bout de quelque chose. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'aider aux agriculteurs de se dire, mais écoutez, prenez-vous en compte les conditions de travail, c'est des conditions de performance, c'est des conditions de pérennité, et puis surtout, c'est votre bien-être, c'est quand même votre essence, c'est être bien dans votre métier. Tout à fait. Et puis l'autre chose, c'est que, et c'est touchant, hein, il y a une attention première d'abord aux salariés. Oui, c'est vrai. C'est touchant les deux témoignages. Du coup, qui c'est qui prend soin des autres et souvent pour pallier à ce qui est dangereux, pour pallier aux heures pas possibles, c'est qui? C'est toujours moi, l'exploitant, parce que les salariés, ils ont leurs horaires, ils ont leurs conditions de travail. Une anecdote, hein, un exploitant individuel, il n'est pas obligé de faire un document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça veut dire que lui, c'est pour finalement, ses salariés et pas pour lui, c'est ça que nous dites? un exploitant individuel n'est pas tenu de réaliser ce document. Par contre, il y a un apprenti qui vient, il y est tenu. Donc ça veut dire que, grosso modo, les risques auxquels je m'expose, je suis responsable et on ne demande pas d'évaluer ce risque. C'est tout à fait symptomatique.
Et les agriculteurs, c'est une profession, on le disait, hein, du vivant, très, très complexe, très exigeante. Il faut une qualité de présence très forte. Et est-ce qu'ils sont encore plus confrontés à ça, Benjamin, que les autres professions, plus stressés aussi? Il y a des sondages qui sortent. Hein, les agriculteurs sont des gens très stressés. 46%, il y a un article de Ternet qui est sorti, un sondage. Alors, il y a des facteurs culturels, hein, voilà, on ne s'écoute pas. Et puis, il y a des facteurs qui sont liés au vivant. Donc, il y a les aléas climatiques, il y a les aléas sanitaires. Et puis, il y a quand même un secteur d'activité qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins en main-d'œuvre parce qu'il y a un manque de compétences, il y a un manque de candidats au salariat. Et puis aussi parce qu'il y a une réalité économique qui fait qu'on ne peut pas finalement financer La toujours délégation. les surcroîts de travail. Oui, donc on prend beaucoup. Benjamin. Sébastien, oui, tu peux compléter. Merci, Benjamin. Je parle beaucoup, mais il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que on a une valeur travail et une valeur. Je travaille beaucoup en agriculture qui est complètement débile. Et c'est ce qui amène, c'est ce qui amène à l'excès, c'est-à-dire qu'en fait, si je travaille beaucoup, je vais certainement réussir le métier mieux que l'un autre. Il faut toujours travailler et c'est culturel. Enfin, Oui. ça se détruit petit à petit. Mais Tu ne vois pas passer en tracteur 10 fois par jour, donc voilà. Ouais. Et en fait, on se fait prendre au jeu et c'est compliqué d'en sortir. Pour moi, la problématique aujourd'hui, c'est quand on travaille beaucoup, on n'a pas le fruit de notre travail parce qu'on a des produits qui ne sont pas suffisamment valorisés. Et je me laisse prendre au jeu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, tant que je ne suis pas débordé, je ne suis pas bien. Ouais, mais c'est pas bien. C'est bien de le dire. Hein. Non, On sent que là, il y a eu un travail déjà. On est dans l'aveu. Donc si je progresse sur un point, il faut que j'en trouve un autre où j'ai besoin de progresser pour être toujours au taquet, quoi. Ouais. Et par exemple, je me suis disputé avec mon père parce que quand j'étais sur mon lit d'hôpital, j'ai fait semer des cultures en dérobé par le salarié. Donc de la caméline et du sarrasin. Et donc je les ai récoltés au mois de novembre, le 4 et le 5 novembre. Il y a fait 2 jours de beau et on était à fond pour les récolter. Oui, et où est le problème? En fait, je les ai pas laissés pourrir. Je suis allé jusqu'au bout pour les sortir. Et après, on parle sur quel est l'essentiel, tu vois. Et en fait, j'aurais dû dire au mois de septembre, tant pis, on laisse tomber. Qu'est-ce qui vous a reproché votre papa alors de pas c'est que j'aurais pas dû les semer. De pas, oui. Tu vois. Mais c'était le challenge, c'était l'envie. Et donc, du coup, tu te reprends dedans tout de suite et tu continues et tu vas jusqu'au bout. Et en fait, si c'était des cultures à 1 000 € la tonne, et puis qu'on en sorte 50 tonnes, ce serait génial parce qu'on aurait le temps de se payer des vacances et puis d'avoir plus de salariés. Là où ça ne va pas, c'est qu'on est sur des valeurs qui sont très faibles et donc du coup, on n'a pas un retour énorme. Donc du coup, on n'embauche pas. Donc du coup, on continue et ainsi de suite. Et en fait, on est souvent la variable d'ajustement par rapport à l'économique. Voilà. La variable d'ajustement dans cette course folle. Et merci. Je vous reprendrai la parole, Benjamin. Excusez-moi. Comme il écoute Arnaud depuis un moment, je voulais aussi qu'il réagisse sur cette. On a l'impression, en tout cas, d'une certaine forme de lucidité sur soi-même qui est en train d'arriver. Et tant mieux si les agriculteurs pouvaient être plus lucides sur ces plans-là. Arnaud Desarméniens, conseiller national en prévention à la MSA. On a parlé ensemble de cette situation et même aussi des outils à disposition, les exosquelettes, etc. Et moi, il dit oui. C'est bien, mais ça a quand même ses limites, il faut penser global. Et Amandine l'a dit d'ailleurs, penser global. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, Arnaud? Il me semble qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites parce que... Avec le micro sur le menton. On a parlé à la fois de... Alors, je vais m'excuser pour du vocabulaire, mais on a parlé à la fois de contraintes et d'astreintes. C'est-à-dire les contraintes, les choses auxquelles vous êtes soumis. Et les astreintes, c'est plutôt avec quoi vous venez, avec vos capacités. Et donc, si on prend Amandine, il y a une réflexion sur développement des astreintes ou s'occuper de ça. Mais d'une façon générale, c'est toujours un rapport entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre. Alors, ce n'est pas un strict équilibre à zéro, mais il faut trouver un équilibre entre ce que vous demande l'activité et ce que vous pouvez faire aussi, ce que vous amenez. Donc, on peut renforcer une partie du corps, on peut renforcer une partie de l'esprit, mais ça a quand même ses limites. C'est-à-dire c'est qu'on voit bien les sportifs, ils sont surentraînés, ça ne les empêche pas de craquer, ça ne les empêche pas au niveau psychique, au niveau physique d'avoir quelque chose.
Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux, entre, oui, un développement du corps, d'esprit, retrouver des capacités, s'entraîner, faire des choses comme ça, mais aussi travailler du côté du travail lui-même sur la réflexion. Et les trois l'ont dit à un moment ou à un autre, c'est de regarder son activité de travail, de voir ce qu'on fait, ce qui est essentiel dedans. Amandine nous a parlé qu'à un moment, elle a délégué aussi. Enfin, c'est une façon aussi. C'est une façon aussi de réduire sa contrainte. Par exemple, c'est la délégation. Donc, il faut travailler sur les deux. Il faut travailler à la fois sur le corps, sur l'esprit, mais aussi sur ce qu'on engage, sur la nécessité d'engager les choses. Donc, il faut travailler sur le travail, sur l'activité de travail. Vous, à la MSA, Arnaud, vous êtes ergonome de formation, c'est quand même une petite révolution depuis quelque temps, la MSA qui s'occupe de prévention et qui sensibilise les acteurs, ou pas? Ça se fait depuis toujours, ou le discours a changé, les méthodes ont changé? Ça se fait en partie depuis 1946. Bon, c'est bien. J'ai fait exprès de poser la question, c'est provocateur. Enfin, non, c'est pas nouveau. Après, il y a eu des évolutions parce qu'avant, ça ne concernait que les salariés. Après, ça a concerné les exploitants. Alors, je ne sais plus, dans les années fin 90. Elle était là, la révolution, alors. De mémoire. Donc, on a incorporé les exploitants dans les questions de prévention. Non, peut-être que notre discours et le regard a changé, quoi. C'est un peu moins c'est un peu plus de penser le travail, un peu moins par les équipements de travail, un peu moins par les risques. Oui. C'est des approches plus ouvertes et aussi d'associer les questions de santé, les questions de prévention, aux questions de productivité aussi. D'accord. De performance aussi, parce que les deux, c'est lié dans un sens comme dans l'autre. Et on peut pas demander à un exploitant de moins travailler parce que sa performance économique, elle est aussi dedans. Donc après, c'est voir un rapport avec les deux. Mais tu l'as dit à un moment aussi, c'est jusqu'à quel point je suis dans mon modèle économique. Je cherche absolument à faire plus de production, est-ce que ça vaut vraiment le coup entre ce que ça représente en termes de coûts humains, c'est ça. De coûts financiers, qu'est-ce que ça rapporte. Il y a des balances aussi à faire. D'accord. Intéressant. On a eu hier un café des agris sur l'entrepreneuriat au féminin. C'est une question que je voulais vous poser à tous les quatre. Est-ce que l'arrivée des femmes en agriculture aussi a permis de faire sauter certains tabous parce que le matériel il est plus lourd, alors elles ont trouvé des astuces, des moyens de contourner ces difficultés. Est-ce elles sont peut-être un petit peu plus dans le care vis-à-vis des salariés? Est-ce que les femmes agricultrices aussi les agricultrices, on ne dit pas les femmes agricultrices, je me reprends, participent aussi à cette progression, cette évolution sur les conditions de travail qui vont dans le bon sens, je l'espère, ou pas? Benjamin, Arnaud, Amandine, j'ai l'impression que vous êtes un exemple vivant de ça. Mais moi, je sais que lorsque je suis arrivée à la pépinière, c'est moi qui ai instauré ça. Le care, les formations, le management, etc. Au début, dans un monde très masculin. Ah oui. Oui. Au début, c'était pas vu d'un très bon œil, ou c'était un peu strangy. Mais finalement, après, maintenant, les équipes qui travaillent avec moi depuis le début et celles que j'ai recrutées, en fait, elles sont là pour ça. Elles sont là pour le côté humain, en fait, voilà. Donc, voilà, moi, je pense que, après, moi aussi, j'ai un tempérament, je suis très sensible. Donc, je pense que ce côté-là a aussi accentué voilà, ce point. Mais c'est intéressant. Un avis là-dessus, messieurs? Au niveau sociologique, on sait que les femmes sont plutôt gardiennes de la santé, quelles que soient les populations, quel que soit le type de métier. Ça fait partie des choses. Enfin, dans la famille, on voit déjà qu'elles sont gardiennes de la santé. De la santé. Donc, on le retrouve aussi dans le milieu professionnel où elles ont, je ne sais pas si c'est une appétence, mais en tout cas une vigilance peut-être un peu plus sur ces questions-là. Oui, merci. Pardon, si je peux rajouter aussi quelque chose. Alors, il faut faire attention aussi lorsqu'on est dans le care, parce qu'on doit être donc dans le soin des plantes, pour moi, dans le soin de ces équipes, mais que ça ne nous bouffe pas. Et oui. Ça, il faut essayer de prendre de la distance, de prendre du recul, parce que on n'a qu'une vie. Et le stress aussi peut entraîner, déjà, il y a notre travail à nous, notre stress à nous.
Plus après, bien, les équipes, le management, c'est le travail, je pense, de toute une vie. Voilà, il faut pas, enfin, c'est très délicat, c'est une très grosse, je trouve, responsabilité euh, d'avoir la responsabilité de personnes, d'êtres humains, parce qu'il ne faut pas les abîmer. Bon, que ce soit au niveau physique, mais aussi que ce soit au niveau mental, en fait. Donc ça, voilà. Et puis, Et puis moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que faut faire péter tous les préjugés qu'il y a sur l'agriculture. Malheureusement, en effet, il y a eu, comme dans tout métier, des abus, voilà. Mais il faut bien savoir que tout le monde n'est pas comme ça. Moi, j'avais eu de super patrons quand j'étais ado, quand je travaillais au maïs dans le Quercy. Des nanas, elles étaient féminines, et en plus, elles étaient hyper sympas. Enfin, voilà, je veux dire... Il y a des clichés à faire tomber. Ah oui, Il y a aussi... oui, mais après, voilà, c'est valable dans tous les secteurs. Mais il faut bien les faire péter. Ok. Merci, Amandine. Une petite... Ah ben, tu m'as parlé d'exosquelettes que dans une... Alors ouais, j'ai fait une soirée de Liti, Sébastien. avec des gens qui sont dans la viticulture sur Chablis. Et à un moment donné, la mère de famille qui nous recevait, elle nous a dit, tiens, je vais vous montrer mon exosquelette. J'ai dit, bah ouais, tiens, montre. Et en fait, elle a mis son exosquelette. Donc c'est assez simple, hein, mais... Oui. Et ça l'aide à se redresser quand elle fait la taille. Donc elle se baisse pour tailler le cep de vigne. Et il y a tout un système dans le dos avec un gros ressort et des sangles qui lui redresse le dos. Et ça l'aide, elle fait une journée complète et elle a beaucoup moins de problèmes de dos. Alors à chaque activité, ce que j'ai compris, il existe un type d'exosquelette. Et il y a des différents niveaux de complexité dans l'exosquelette. Mais en tout cas, pour cette activité-là, elle trouvait que ça la soulageait et que ça l'aidait à faire la journée beaucoup plus facilement. Mais il y a un coût aussi à ça. Elle a investi à ses frais, ou elle vous a dit, ou c'est la MSA qui Elle était chef d'entreprise, donc du coup, c'était pris en charge par l'entreprise. Et donc du coup, ils sont tous équipés de mémoire. D'accord. Il doit y avoir 4 appareils, ils sont 4 personnes et il y a 4 appareils. Mais c'est bien aussi qu'on parle de ces nouvelles technologies. On parle aussi de l'IA au service des agriculteurs avec une charge mentale diminuée. Si ces robots pouvaient nous aider aussi. Et Amandine, Arnaud va compléter, mais Amandine, sur les exosquelettes, on a dit c'est quand même un coût. Nous, on y pense aussi, mais c'est un investissement. Oui, donc nous, on aimerait beaucoup, on va dire, investir, s'équiper, voilà, pour notamment les postes où on porte énormément de poids, parce qu'il y a des postes où, eh bien, toute la journée, pendant 34 heures, 35 heures ou plus, ils vont porter bien des plaques de 2 à 3 kilos en file indienne, voilà. Donc, il est pour nous quand même urgent de s'équiper, mais en effet, on est limité au niveau financier. Appel à la MSA, justement, alors. Parce que vous travaillez avec du matériel ancien, ce que vous m'avez dit. Arnaud, vous rigolez. Ouais, alors, je vais en dire de... Temporiser un peu. Ouais, temporiser ou briser les rêves, mais ça, j'aime bien, mon caractère. Près du manteau. Ouais, pardon. C'est que les exosquelettes, c'est une solution possible. C'est pas la solution. Ça fait partie du panel de ce qui peut être mis en place, mais jamais tout seul, parce que ça résout pas tout. Les exosquelettes, pour l'instant, on est en termes de technologie, on est sur des choses qui redistribuent la force. Alors, c'est ça le principe. C'est pas mécanisé la plupart, ce qu'on trouve. C'est ce qu'on appelle des modèles statiques, non dynamiques, enfin non motorisés. C'est pas Robocop, c'est pas des robots, c'est pas du tout ce genre de choses. Il faut savoir aussi que ça travaille sur un seul axe, donc ça travaille que dans une seule direction. Donc c'est plutôt sur du monotage, enfin sur quelque chose qui va bien. Par exemple, si on prend sur les vignes, sur la taille, ça va. Mais par exemple, la condition que les rangs ne soient pas trop bas, parce que si les rangs sont trop bas, l'exosquelette est contre-productif parce qu'il faut lutter contre l'exosquelette, contre le ressort pour baisser jusqu'au sol. Voilà, donc oui, mais il faut vraiment le penser. N'achetez pas un exosquelette sur un salon, vraiment. Non. Si on est en vente ici. Je vous dis, prenez... Pourquoi parce que vous n'allez pas l'essayer dans une condition réelle. Vous avez l'essayé là, il fait pas froid, votre sol n'est pas glissant,
Vous allez l'utiliser 2 minutes et vous allez peut-être trouver ça super bien, et ça peut l'être super bien. Mais vraiment, utilisez-le dans votre milieu professionnel, sur un temps un peu long, parce qu'on a plein de cas où les exosquelettes restent dans le placard. Mais ça ne veut pas dire qu'ils restent tous dans le placard, hein. Il y a des cas où ça fonctionne D'accord. très bien, mais D'accord. prenez le temps de vous l'approprier, de vérifier que c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez aussi des modèles un peu différents qui peuvent être c'est aussi là quand vous avez plusieurs salariés, c'est pas forcément le même modèle aussi qui va jouer. Il y a des tailles aussi sur les exosquelettes aussi, Mhm. puisqu'il faut que ça soit près du corps, il faut que quand même ça soit adapté à la morphologie. Donc oui. Sur la deuxième question, au financement, ça peut entrer dans un ensemble de financement global d'actions, mais on n'a pas d'aide spéciale de exosquelette. Mais on peut, soit dans un contrat de prévention, ou dans d'AFSA, ou enfin, dans des modalités d'aide, en prendre en compte les exosquelettes. Par contre, pratiquement tous les collègues connaissent les exosquelettes, et on a mis en place une démarche vis-à-vis de ça, surtout pour introduire cette nouvelle technologie dans les entreprises, et que vos investissements ils soient pérennes, quoi, pour Et on se doute bien que ça, c'est même important.